Le réacteur du jet hurlait derrière moi tandis que la chaleur de l'échappement imprégnait ma chemise. Ma femme riait bruyamment. Un de ces ricanements aigus et artificiels qu'elle réserve à son public du conseil d'administration. Ce même conseil d'administration grimpait maintenant les marches du jet de la compagnie, agrippant des sacs cadeaux griffés et des flûtes de champagne à moitié vides. Je tenais une valise. Pas de sac, pas de boisson, pas d'invitation, juste un ultimatum silencieux entre mes doigts. Ne fais pas ça, lui ai-je dit. Sans colère, sans supplication, juste avec le poids de ses mots. Elle n'a pas hésité, a simplement pivoté sur un talon, ses lunettes de soleil déjà en place. Amuse-toi bien en vol commercial, a-t-elle lancé, comme si c'était la chute d'une blague entre initiés que je n'étais pas censé comprendre. Le genre de blague où c'est vous qui restez planté sur le bitume. La porte s'est fermée dans un sifflement. Le jet n'a pas décollé tout de suite. Non, il est resté là. Presque comme s'il voulait que j'entende les rires qui s'échappaient à travers le fuselage, que je vois les silhouettes trinquées, formes suffisantes en costume sur mesure, levant leur verre à un autre trimestre de domination. Je n'ai pas bronché, je suis resté là, ma cravate claquant contre ma poitrine et le soleil me cuisant le crâne. Je n'ai pas cligné des yeux jusqu'à ce que le sifflement de la turbine se fonde dans l'horizon. Alors, j'ai vérifié ma montre. Pile à l'heure. J'ai reculé de 3 pas de la ligne jaune, sorti mon téléphone et composé un numéro. La ligne n'a pas sonné. La connexion a été instantanée. Activé, ai-je dit. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis une voix calme a répondu, confirmant. Autorisez-vous la démission en vertu de la clause 14 ? Oui. Une autre pause. Compris. Vous êtes conscient de l'effet de cascade que cela va déclencher. Je compte dessus. J'ai raccroché et me suis tourné vers la voiture noire qui attendait derrière un hangar voisin, ses phares déjà allumés. C'est ici que je devrais probablement vous dire ce que je fais, qui je suis, pourquoi le nom Virion Tech, le nom sur leurs étiquettes de bagages personnalisés, n'existe que grâce à une clause de l'ombre dans un très vieil accord. Mais la vérité, c'est qu'aucun d'entre eux n'a jamais posé la question. Pendant des années, j'ai joué le conjoint de soutien, le charmant plus un au gala, l'homme dans son coin qui travaillait dans le conseil. Lorsque les papiers ont été signés, mon nom n'y figurait pas, seulement un signataire anonyme via un trust que personne dans l'entreprise ne s'est soucié d'auditer. Pourquoi l'aurait-il fait ? Je n'étais que son mari. Maintenant, ils allaient apprendre, mais pas par des cris, pas par un scandale, mais par le silence et les signatures. Par quelques lignes de texte qu'ils avaient survolées des années auparavant, et une clause enfouie dans les petits caractères. La clause 14. Avant de retourner à l'hôtel, j'ai jeté un dernier regard vers le ciel. Il devait être en vol maintenant, se félicitant, se tapant dans la main après une présentation réussie à une autre multinationale qui ne saurait jamais que son infrastructure de données était désormais instable. Ce qui est drôle, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé si elle m'avait simplement traité comme si j'avais de l'importance. Si elle n'avait pas essayé de gagner devant le conseil en me réduisant publiquement à néant, même pas par des mots, mais par omission, par effacement. Mais elle l'a fait. Et maintenant, chaque fois que ce jet prend de l'altitude, il tourne grâce à des papiers que je viens de rendre obsolètes. D'ailleurs, si vous écoutez encore et que vous êtes le genre de personne qui a déjà été sous-estimée, ignorée ou rejetée par quelqu'un qui pensait détenir tout le pouvoir, n'hésitez pas à vous abonner. Plus de 90% d'entre vous écoutent sans s'abonner, mais cliquer sur ce bouton motive réellement mon équipe à continuer de produire ces histoires. Bref, de retour à l'hôtel, j'ai changé de chemise, ouvert mon ordinateur portable et entré un code à usage unique provenant d'un porte-clés noir. Un simple tableau de bord est apparu. Démission en cours. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le vrai plaisir n'avait même pas encore commencé. La chambre d'hôtel était beige. Mur beige, rideau beige, beige. Le genre d'endroit conçu pour les voyageurs d'affaires qui ne posent pas de questions et ne restent jamais assez longtemps pour remarquer l'odeur d'air recyclé dans la moquette. J'ai laissé tomber la valise sur la chaise, toujours fermée. Je n'ai pas pris la peine de déballer, j'ai juste sorti l'ordinateur portable, une plaque noire anonyme sans nom de marque, et je l'ai posée sur le bureau comme si je pratiquais une opération chirurgicale. L'écran a clignoté une fois, puis a exigé un scan rétinien. Une seconde plus tard, une invite de phrase de passe est apparue. Je l'ai tapé lentement, délibérément, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais savourer chaque frappe.
Chaque lettre était un nouveau clou dans le cercueil de leur contrôle perçu. Le tableau de bord s'est chargé. Virion Tech IP Holdings, un nom que personne au conseil n'avait jamais pris la peine de chercher en profondeur sur Google, et encore moins d'auditer. Ils pensaient que c'était une simple formalité juridique offshore. Une de ces sociétés écrans que les hommes riches utilisent pour éviter les impôts. Et c'en était une. Mais c'était aussi la colonne vertébrale de chaque brevet sur lequel ils avaient jamais construit un produit. Devinez qui a rédigé ces brevets? Pas leur équipe juridique actuelle. Pas le diplômé de Harvard un peu trop porté sur la boisson avec son oreillette Bluetooth. Moi. Chaque argumentaire de produit, chaque projection trimestrielle, chaque article élogieux dans We Read ou Fast Company était construit sur mes phrases, mes tournures, mes clauses. Mais je n'ai jamais demandé de reconnaissance publique. J'ai demandé une protection, un pare-feu entre moi et le cirque. Elle avait dit qu'elle comprenait. Reste anonyme. Reste en sécurité, disait-elle à l'époque où elle pensait encore que j'étais l'homme le plus intelligent qu'elle connaissait. Maintenant, elle pensait que j'étais un bagage. J'ai ouvert le dossier, actes finaux. À l'intérieur se trouvaient 3 documents, une lettre de démission, une notification de déclenchement de la clause de résiliation en cascade, et un fichier de communication pour les médias. Je les ai sélectionnés tous les 3, les ai fait glisser vers le champ de téléversement crypté, j'ai marqué une pause, puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». L'écran a clignoté, statut « Envoyer ». Puis j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. Environ 47 minutes plus tard, le premier titre est apparu sur un des plus petits blogs spécialisés en technologie, un partenaire juridique clé démissionne de Virion Tech IP Holdings. L'article était court, dépouillé, citant des sources anonymes, notant qu'un acteur majeur invisible venait de se détacher de l'épine dorsale juridique de l'entreprise. Pas de nom, pas de photo, mais quiconque suivait l'ascension de Virion Tech comprendrait les implications. J'ai rafraîchi la page. C'était maintenant sur 2 autres blogs, puis un tweet. Je me suis adossé à ma chaise. Pas de point levé, pas de monologue, juste l'immobilité. Il ne s'agissait pas de rage. La rage est désordonnée, brouillonne. La rage laisse des empreintes. Il s'agissait de contrôle, de précision, de conséquence. J'ai ouvert un message privé sur une application éphémère et tapé une ligne à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Phase interminée. Surveille les déclencheurs secondaires. La réponse fut un seul emoji, une pièce d'échec. J'ai fermé l'ordinateur portable. Quelque part, peut-être encore en plein vol, sa coupe de champagne était probablement à moitié pleine. Peut-être parlait-il des prochaines étapes ou se moquait-il du responsable de la conformité qui avait soulevé des inquiétudes l'année dernière au sujet des audits de licence. Et peut-être, si j'avais bien calculé mon coût, la notification de ma démission arriverait dans les boîtes de réception de leur conseiller juridique interne juste au moment où l'avion rejoindrait son hangar privé. Je n'étais pas pressé. Elle m'avait offert l'humiliation. Je lui offrais le début silencieux d'un effondrement systémique, clause par clause, exactement comme je l'avais écrit. Le jet a atteint son altitude de croisière, et la première vague d'autosatisfaction a commencé à tourbillonner comme une horloge. Les verres ont teinté, les chaussures ont été retirées, et quelqu'un a mis une playlist intitulée « Playlist des boss du conseil ». J'aimerais plaisanter. Quel voyage de dingue, marmonna Géry de la stratégie produit, déjà à son 3e verre. Et cette présentation, un vrai succès. Je te jure, Meredith, tu pourrais vendre un grille-pain à une Tesla. Meredith, ma femme, ma future ex-femme PDG, était perchée comme une reine, un talon replié sous elle, sirotant lentement d'une flûte haute et fine. Elle se prélassait dans l'attention, les sourires narquois, les tapes sur l'épaule, pas une seule mention du tarmac, pas un seul regard vers le siège vide. Juste des rires contrôlés et une fuite en avant, comme si de rien n'était. Son téléphone a vibré. Elle l'a ignoré, les yeux rivés sur l'écran de bord qui affichait en boucle et sans son leur présentation. Puis il a vibré à nouveau, plus insistant cette fois. Elle a jeté un œil à l'écran, a levé les yeux au ciel et a répondu avec le ton sec qu'elle réservait à quiconque n'avait pas de titre. Ça a intérêt à être. Meredith, la voix à l'autre bout n'a pas attendu. Elle était lourde, saccadée, et très peu amusée. C'est Alan. On observe des mouvements sur le marché secondaire. Elle a cligné des yeux. Quel genre de mouvement? Un départ juridique. Quelqu'un vient de déposer des documents de démission de Virion Tech IP Holdings,
directement lié au brevet que vous avez présenté ce matin. Elle s'est redressée. On ne connaît pas le nom, mais il est marqué comme le co-auteur de l'ensemble du cadre de la propriété intellectuelle, pas seulement comme superviseur. Auteur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a eu un temps de silence. C'est ton mari, celui que tu as laissé prendre un vol commercial aujourd'hui, c'est ça? Ce type. Qui est-il? Sa main a tremblé légèrement, juste assez pour que la flûte s'incline et que quelques gouttes tombent sur le dos de son poignet. Elle ne l'a pas remarqué. En face d'elle, quelqu'un a finalement enregistré le changement sur son visage. Marc, le seul membre du conseil avec la moindre compréhension de l'infrastructure juridique, s'est penché en avant, plissant les yeux comme s'il essayait de se souvenir d'un contrat de mémoire. Il était dans la chaîne de l'API, dit-il, principalement pour lui-même. Attends, ton mari? Elle a couvert le micro, a sifflé, non, il a juste été consultant au tout début. Il n'est pas resté impliqué. Marc a haussé un sourcil. Alors pourquoi est-il listé sur la clause d'auteur des brevets? Ce nom de trust, ce n'est pas, ne, a-t-elle coupé net. À l'autre bout du fil, Alan a continué, la voix tendue maintenant. On a besoin de clarté, parce que si cette démission déclenche la révocation des clauses, tout ton modèle de licence est compromis. Et ton silence en ce moment n'aide pas, je te rappelle, a-t-elle dit, et a mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse protester. La cabine était devenue étrangement silencieuse. Plus de musique, plus de plaisanteries, juste le doux bourdonnement de l'altitude et des calculs mentaux tacites faits en temps réel. Quelqu'un a toussé. Une autre membre du conseil, Tracy du marketing, a brisé le silence. Attends, tu es en train de me dire que ton mari vient de se retirer de notre structure de pays et qu'aucun de nous ne savait même qu'il en faisait partie? La mâchoire de Meredith s'est crispée. C'est compliqué. Compliqué? Tracy a ri une fois, un rire creux. Tu viens de présenter une intégration d'IA basée sur une licence que tu ne contrôles plus. On a promis une feuille de route sur 5 ans aux investisseurs sur quelque chose qui pourrait ne plus exister légalement. Ce n'est pas confirmé, a rétorqué Meredith, mais l'atmosphère avait complètement changé. Personne n'avait l'air détendu maintenant. Personne ne sirotait quoi que ce soit. Les téléphones sont sortis, les claviers ont cliqueté. Le front de Marc s'est plissé davantage. Et puis est arrivé le premier titre. Quelqu'un lui a montré son écran. Un partenaire juridique de Virion Tech IP Holdings démissionne. L'impact sur les licences est en cours d'évaluation. Meredith l'a regardé fixement, comme s'il était écrit dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Et peut-être que c'était le cas. Parce qu'elle n'avait pas lu le contrat. Pas le vrai. Pas celui que j'avais rédigé, signé et enterré là où seuls les plus malins regarderaient, c'est-à-dire, pas elle. À minuit, la salle du conseil ressemblait à un bunker de guerre éclairé par des iPads et des ordinateurs portables hors de prix. Des sushis à moitié mangés transpiraient sous les néons. Les vestes avaient été abandonnées. Les cravates étaient de travers. Tracy arpentait la pièce pieds nus, ses talons dans une main, jurant à voix basse comme si c'était sa nouvelle routine de cardio. Meredith se tenait au bout de la table, les bras croisés, les yeux fixés sur une projection que personne ne voulait continuer à lire. Ils avaient fait appel au service de conformité juridique, à des avocats externes et à 2 représentants de capital risque paniqués en moins d'1 heure. Tout le monde répétait la même chose, ils n'auraient pas pu. Pas sans notre accord, pas sans laisser de traces. Mais ils l'avaient fait. Et ils n'avaient rien laissé. Parce que personne n'avait jamais pensé à contester le silence. À minuit 3 précise, ils ont tous reçu le même email. L'objet était stérile, clinique, sujet, clause 7.4. Conséquence de la démission de l'auteur. Le corps du message était pire, conformément à l'accord fondamental déposé sous la séquence de brevet originale datée de 2012 et révisée sous amendement silencieux en 2016. Une démission d'un signataire de classe auteur par l'entité de Trust 4B et 93 déclenche la suspension et la révocation automatique des droits de licence de pays associés dans un délai de 72 heures. Les actifs suivants sont affectés. Cadre de base VTX, moteur prédictif Neuroban, suite de systèmes embarqués LXOS. Toutes les licences doivent cesser leur utilisation dans la fenêtre de révocation sous peine de sanction pour rupture de contrat en vertu de la section 11.2 du statut de conformité international 4 IP7. Tracy s'est assise lourdement. Marc a mis une main sur sa bouche. Jerry,
le courageux et stupide Jerry, a demandé « On ne peut pas juste payer une amende pour annuler ça ?» Leur avocat principal, en visioconférence depuis sa résidence secondaire à Jackson Hole, a secoué lentement la tête. Cette clause a été construite comme un coupe-circuit. Il n'y a pas de mécanisme d'inversion. Vous n'en avez pas prévu. Je ne savais même pas qu'il avait un mécanisme, a sifflé Meredith, les yeux flamboyants. L'avocat est resté silencieux un instant. Alors vous n'avez pas lu le document supplémentaire joint au brevet. C'est là qu'il se trouve. Le nom du trust et l'auteur. L'auteur, c'était lui. Vous avez tous signé sans faire preuve de diligence raisonnable. Un silence s'est abattu sur la pièce, rompu seulement par le bruit de quelqu'un renversant une tasse de café. Marc a finalement demandé, qu'est-ce qui se passe si on ne se conforme pas? Des poursuites. Des mises en demeure. Vous enfreindrez la propriété intellectuelle dès que la fenêtre de 72 heures sera fermée. Les investisseurs se retireront. Les clients changeront de cap, vous squattez une technologie que vous ne possédez plus. 3 de nos 5 contrats actuels sont basés sur ces actifs, a murmuré Meredith. La moitié de notre feuille de route, nos bénéfices du T4. L'avocat a hoché la tête. Et vous devrez publier des communiqués sur des retards. Peut-être des rappels de produits. Vous aurez de la chance si l'action ne fait que baisser. Elle n'est pas restée assise, n'a pas respiré un instant, est simplement sortie, allongé le couloir et s'est retrouvé sur la terrasse du 18e étage du bâtiment. L'air froid lui a giflé le visage comme une punition. Elle a composé un numéro. Pas son assistant. Pas le service juridique. Le mien. 3 sonneries. Puis la messagerie vocale. Elle a réessayé. Pareil. Encore une fois, toujours rien. Elle a tapé un message, il faut qu'on parle. Ce n'est pas drôle. Pas de réponse. Alors, elle a essayé un mémo vocal. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Je ne sais pas ce que c'est ni ce que tu essaies de prouver, mais si c'est à cause du tarmac, si tu t'es senti humilié, alors d'accord. Crie-moi dessus, punis-moi, ce que tu veux. Mais ne détruis pas tout, s'il te plaît. On peut arranger ça. Appelle-moi. Elle a appuyé sur envoyer. Lu. Pas de réponse. Elle a fixé l'écran pendant un long moment, les pouces agités, jusqu'à ce que son reflet dans le miroir noir du téléphone la surprenne. Elle ressemblait à une étrangère fatiguée et vide, enveloppée de soie synthétique et d'excuses qui arrivaient déjà trop tard. À l'intérieur, l'équipe était passée à la rédaction de la communication de crise pour les actionnaires. Des phrases comme « transition inattendue » et « perturbation temporaire ». Le genre de mots qui disent « on se vide de notre sang mais on essaie de ne pas le montrer ». Elle n'est pas rentrée. Pas besoin. Elle savait ce qui allait suivre. Parce que ce n'était pas juste une clause. C'était un compte à rebours. Le lendemain matin, Meredith en était déjà à son 3e expresso et arpentait son bureau à domicile comme un fauve en cage. Ses talons de créateur claquaient sur le marbre comme un métronome, égrenant une condamnation à mort. La lumière du soleil à travers les fenêtres n'adoucissait rien, elle ne faisait qu'exposer les fissures qu'elle avait réussi à cacher dans les salles de conseil. Elle n'avait pas l'habitude d'être celle qui se débattait pour trouver une prise. Elle avait l'habitude d'être appelée, pas ignorée, et certainement pas déjouée. Elle a ouvert son ancienne liste de contacts, des noms qu'elle n'avait pas touchés depuis des années. Des consultants, des conseillers, des tacticiens juridiques dont elle avait hérité par son intermédiaire. Des hommes et des femmes qui autrefois laissaient tout tomber quand son mari appelait, mais qui n'avaient jamais répondu à ses emails à elle, sauf s'il était en copie. Maintenant, elle était seule. D'abord, elle a essayé Marcus, le vieil avocat spécialisé en pays qui jouait aux échecs avec lui après les heures de bureau. Pas de réponse. Puis l'auditeur de conformité de Zurich, celui qu'elle avait un jour qualifié d'ennuyeux mais brillant après l'avoir vu démanteler une faille de licence d'un concurrent pendant un déjeuner. Le message a été marqué comme lu en 5 minutes. Pas de réponse. Elle a essayé d'appeler. Directement sur la messagerie vocale. C'est au 4e appel, à une femme plus âgée nommée Francesca, une associée à la retraite d'un obscur cabinet de Bruxelles, qu'elle a finalement obtenu une réponse. Sa voix était sèche, mesurée. Meredith, dit-elle avant même que Meredith ne puisse commencer son discours. J'ai besoin de votre aide. Cette chose qui l'a déclenchée. La clause 7.4.
Ça détruit tout. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu une pause. Il vous avait prévenu. Meredith s'est figée. Francesca a continué, il est venu me voir il y a des années. Nous avons examiné chaque clause, chaque signature, chaque sécurité. Il ne construisait pas une entreprise, Meredith. Il construisait une sortie. Je ne savais pas, dit Meredith, le souffle court. Il ne m'a jamais dit à quel point c'était profond. Il a essayé. Vous n'écoutiez pas, la ligne a été coupée. Meredith est restée là, le téléphone pendant dans sa main comme un poids mort. Cette phrase ne cessait de résonner dans sa tête. Il construisait une sortie. Elle n'a même pas pris son sac, a foncé dans sa voiture et a conduit directement au bureau juridique de Virion Tech en centre-ville, manquant de peu de renverser un cycliste en chemin. La sécurité savait qu'il ne fallait pas l'arrêter. Elle a ouvert la porte si fort qu'elle a fait trembler le cadre. Peut-on arranger ça? A-t-elle aboyé avant même de s'asseoir, sa voix se brisant à mi-phrase. Le conseiller juridique en chef, un homme nommé Dorian qui semblait toujours à moitié endormi mais ne manquait jamais un détail, n'a pas bronché. Il avait déjà le dossier ouvert, une version imprimée, les marges remplies d'annotations en rouge. Vous posez la mauvaise question, dit-il, en poussant un épais paquet vers elle. La question n'est pas peut-on arranger ça, mais aurions-nous dû l'ignorer en premier lieu? Je n'ai pas le temps pour les énigmes, a-t-elle lâché. Dites-moi comment annuler ça. Dorian a tapoté la page de garde. L'entité de trust qui a co-rédigé ces brevets, 4B et 93, ne porte pas son nom. Mais sa signature numérique est vérifiable, horodatée, authentifiée, attestée. Mais il n'est listé nulle part publiquement. Exactement. C'est là toute la subtilité. Légalement, il est l'architecte. Fonctionnellement, il est invisible. Et cette invisibilité, elle est à toute épreuve. Elle s'est assise. Finalement. Le climatiseur au-dessus d'eux s'est mis en marche, remplissant le silence d'un faible sifflement mécanique. S'il voulait tout réduire en cendres, dit-elle lentement, il a choisi la mèche parfaite. Dorian se pencha en avant. Non, il n'a rien réduit en cendres. Il a juste retiré son nom des fondations. Vous étiez debout dessus. Maintenant, elles ont disparu. Meredith s'est frotté les tempes, essayant de repousser le mal de tête qui lui labourait le crâne. D'accord. D'accord, alors. Que pouvons-nous faire? Gestion des dégâts. Communication publique, tactique dilatoire, peut-être supplier pour une renégociation depuis une position de faiblesse. Mais à moins que vous ne puissiez le convaincre de rétablir sa paternité. Elle a levé les yeux. C'est impossible. Dorian n'a pas argumenté. Parce que la question n'était pas de savoir s'il dirait non. C'était qu'il l'avait déjà fait. Le silence est aussi une décision, et il avait pris la sienne. Dehors, son téléphone s'est à nouveau allumé. Appel d'investisseurs, RH, relations publiques, et un message marqué, urgent, d'une équipe produite à Singapour, le service juridique vient de geler la mise à jour de LXOS. L'équipe de conformité des partenaires s'est retirée. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passait? La marée montait. Et son empire était bâti sur du sable. Le lundi est arrivé avec la raideur d'un enterrement. Pas le genre bruyant, le genre silencieux où tout le monde sait ce qui va arriver mais continue de siroter son café comme si l'odeur de la mort n'avait pas encore atteint sa rangée. Les lumières de la salle du conseil étaient trop vives, trop cliniques, et personne n'a touché au petit déjeuner traiteur. Pas même Tracy, qui jurait autrefois par la résolution de problèmes à base de sucre. Marc est arrivé avec 5 minutes de retard et ne s'est même pas excusé, ce qui a montré à tout le monde à quel point les choses allaient mal. Meredith se tenait au bout de la longue table, le visage pâle, la mâchoire serrée, les mains se crispant et se détendant comme si elle répétait une déclaration et s'étouffait avec. L'écran derrière elle affichait un tableau de bord, flèche rouge, projet en pause, titre de presse affichant des mots comme « effondrement »,« révocation »,« départ de partenaires »,« guerre des licences ». Commençons, dit-elle à peine plus fort qu'un murmure. Personne n'a levé les yeux. Elle a réessayé, plus fort. Mettons-nous au travail. Le service juridique prépare le cadre d'un appel d'urgence, et la conformité travaille avec les relations publiques pour. Arrête, a dit Marc. Pas une question, un ordre.
Il s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras. Tu as dit que ce n'était que ton mari. La pièce n'a pas bougé. Je ne savais pas qu'il était dans la chaîne de l'API, a-t-elle répondu, le ton sec, défensif, cassant. Il ne me l'a jamais dit. Il gardait les choses. Marc a cligné des yeux une fois. Puis il s'est tourné vers les autres. Elle dit qu'il ne lui a jamais dit. Mais dites-moi, si votre conjoint possédait les fondations de votre entreprise, ne le sauriez-vous pas? Quelqu'un a ricané. Doucement, mais pas assez. Puis est venue la voix qui comptait vraiment. Angela, la nouvelle membre du conseil, recrutée pour l'image et la finesse réglementaire. Elle ne parlait pas souvent. Quand elle le faisait, les gens écoutaient. Il n'avait pas à te le dire, a dit Angela, la voix calme, tranchante. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Pour savoir ce qu'il y a dans ta maison. Ce qu'il y a dans ton passé. Et apparemment, tu ne le savais pas, les mots sont restés en suspens. Pas fort, juste lourd. Les mains de Meredith sont retombées le long de son corps. Il était censé me soutenir. Et il l'a fait, a répondu Angela. Jusqu'à ce que tu le transformes en accessoire. Quelqu'un a toussé. Le téléphone de Jerry a vibré 2 fois. L'écran de Meredith a affiché un nouveau message des relations avec les investisseurs. L'associé principal de Kroll vient de se retirer. Acquisition en attente. Nous sommes en état d'alerte maximale. Elle n'a pas eu besoin de lire le reste. Elle savait déjà. L'accord avec Kroll, en préparation depuis des mois, devait être finalisé cette semaine. Les médias avaient été prévenus. Un communiqué de presse commun était rédigé. Mais les avocats avaient repéré la clause. Et le conseiller général de Kroll n'était pas stupide. Personne ne veut acheter une voiture sans moteur. Nous pouvons stabiliser la situation, a-t-elle dit à personne en particulier. Nous pouvons négocier directement avec le trust. Peut-être démissionner. Tracy a frappé la table de la paume de sa main. Tu t'entends parler? Il n'y a pas de trust sans lui. Et tu penses qu'après le coup du tarmac, il va jouer gentiment maintenant? Silence à nouveau. Puis Marc a ajouté, honnêtement, je commence à penser qu'il n'a jamais joué du tout. Il a construit le terrain. Nous étions juste trop occupés à nous féliciter pour remarquer que nous étions sur sa pelouse. Celui-là a fait mal. Elle l'a regardé comme s'il venait de tourner un couteau qu'elle ne savait pas encore planter en elle. Je suis PDG ici depuis 6 ans, a-t-elle dit à travers ses dents serrées. Et j'ai porté cette entreprise. Porté où? A demandé Angela. À un endroit où un seul homme peut tirer un fil et tout s'effondre. Les chiffres ne mentaient pas. Le cours de l'action avait chuté de 12% supplémentaires depuis le week-end. La confiance interne s'évanouissait. Les investisseurs de second rang rédigeaient déjà des avis de sortie. Un jeune associé du service juridique a discrètement fait glisser une note sur la table. Option de succession, point de discussion préliminaire. Elle n'y a pas touché. Derrière la vitre de la salle de conseil, le bureau bourdonnait comme d'habitude, mais à l'intérieur, on avait l'impression de regarder un barrage se fissurer, sachant que la pression de l'autre côté n'était plus théorique. Meredith s'est retournée vers la projection, mais les chiffres avaient cessé de se mettre à jour. Même le système l'abandonnait. Derrière elle, quelqu'un a chuchoté, Clause 14. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Elle s'est retournée. Quoi? Clause 14. C'est le surnom qui circule sur Twitter. Les investisseurs l'utilisent comme un raccourci pour ce qu'il a fait. Pour lui. Elle les a regardés, les yeux vides, puis s'est tournée vers la fenêtre. Loin en dessous, la ville s'en fichait. Les taxis continuaient de rouler. Les feux changeaient. Les gens marchaient. Mais ici, au sommet de l'entreprise qu'elle pensait posséder, les murs se rétrécissaient, et personne ne viendrait la sauver. Il était environ 14h40 lorsque le téléphone de Meredith a vibré avec une force qui semblait délibérée, pas une douce notification, un avertissement. Le nom de son assistant s'est affiché à l'écran, suivi d'une seule ligne de texte, on a un problème. Regarde Tech Harvest. Elle a cliqué sur le lien sans réfléchir, le pouce déjà moite de sueur. Le partenaire silencieux qui est parti en emportant les contrats. C'était le titre. Sous-titre, des sources confirment que le co-auteur anonyme de l'API derrière les brevets de Virion Tech a démissionné, laissant l'entreprise exposée.
Les anciens liens sont plus profonds que quiconque ne le pensait. L'article était brutal, chirurgical. Une journaliste nommée Dahlia Wu avait fait ce que personne dans sa propre suite de direction n'avait réussi à faire, déterrer les os. Elle avait trouvé des archives juridiques datant de 12 ans. Des documents liés à un trust privé avec des phrases correspondant exactement à l'architecture de base de VirionTech. Elle les avait reliés à une société écran originelle, constituée la même année que le lancement de VirionTech. Mais ce n'était pas le pire. À mi-page, nichée entre des paragraphes d'analyse minutieuse et de moqueries à peine voilées, se trouvait une photo. En noir et blanc, granuleuse, mais assez claire. Son mari, plus jeune, costume légèrement trop grand, cheveux plus en désordre, souriant et serrant la main de Raymond Kilpatrick, le fondateur maintenant retraité de Virion. Souriant, détendu, debout dans ce qui ressemblait au premier hall d'accueil du bureau, quand ils avaient encore des panneaux en papier collés au mur et des chaises pliantes de location. La légende, des sources suggère qu'il n'était pas seulement un conjoint. Il était là dès le premier jour. Elle l'a fixé pendant un long moment. Pas seulement un conjoint. Non, c'était lui qui l'avait présenté à Raymond. Cette partie, elle s'en souvenait vaguement, comme un rêve que l'on classe mal au réveil. Elle n'y avait pas pensé depuis des années. C'était une faveur, une mention en passant. Vous pourriez bien vous entendre, avait-il dit nonchalamment. Elle pensait avoir mérité sa place à la table. Il s'est avéré que la table était à lui. Sa boîte de réception a explosé. Investisseurs, partenaires, des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. 2 agences de presse voulaient des déclarations. L'une a envoyé un projet de titre déjà prêt pour le lendemain matin, manque de surveillance de la PDG ou tromperie stratégique. Mais c'est le hashtag qui a vraiment tout fait sauter. TarmacGate. Ça a commencé comme une blague, un mème. Quelqu'un avait même mis en ligne une courte animation d'un homme laissé sur le tarmac pendant qu'un jet décollait, avec en surimpression des extraits de la clause 14 et infographique boursier plongeant en temps réel. C'est devenu viral en moins d'1 heure. Le soir, le hashtag était en tendance sur plusieurs plateformes. Un compte parodique est apparu, se faisant passer pour son mari, postant des citations énigmatiques de vieux contrats et les taguant clause 14. Un post disait « On ne perd pas la partie quand le conseil rit. On la perd quand ils ne savent pas sur quel plateau ils se tiennent. » Son conseil a organisé une session vidéo d'urgence à 19 h. Personne ne souriait. Même Tracy, qui faisait habituellement des blagues nerveuses, est restée silencieuse. Nous devons discuter de l'image, a dit Marc en premier, utilisant l'euphémisme poli que tout le monde savait la viser. Angela n'a pas pris de gants. Ils vont vouloir du sang, a-t-elle dit. Et tu as laissé la photo parfaite pour qu'ils te pointent du doigt. Meredith a gardé la mâchoire serrée. Et alors? Je démissionne et l'entreprise se répare comme par magie? Non, a dit Dorian du service juridique, connecté depuis sa voiture. Mais c'est la seule carte qui nous reste pour montrer du repentir. L'image de ma démission en pleine panique. Montrerait au moins que tu comprends l'enjeu, a coupé Angela. En ce moment, tu as l'air de quelqu'un qui a menti, s'est fait prendre, et qui hémorragie la confiance des investisseurs parce qu'elle pensait que son mari était une décoration. Le téléphone de Meredith a de nouveau vibré. Un SMS de sa propre mère. J'ai vu l'article. Était-il vraiment impliqué depuis si longtemps? Elle n'a pas répondu. Les murs ne se refermaient pas seulement sur elle. Ils étaient arrachés publiquement, moqués, transformés en mèmes, retweetés, cités hors contexte. Les investisseurs qui autrefois la suppliaient pour des réunions transmettaient soudainement de polies lettres de retrait. Et son conseil, celui qu'elle pensait contrôler, murmurait maintenant des mots comme « succession »,« direction par intérim »,« par feu de réputation ». Tout ça parce qu'elle avait laissé un homme sur un tarmac et supposé qu'il n'avait nulle part où aller. Mais les fantômes n'ont pas besoin de pistes de décollage. Ils disparaissent simplement et emportent le sol sous vos pieds. Elle a atterri à l'aéroport municipal. Pas d'entourage, pas de conseil, pas de champagne, personne pour porter son sac. Juste elle, une paire de lunettes de soleil dont elle n'avait plus besoin, et le silence qui la suivait maintenant partout. C'était un silence plus bruyant que n'importe quel scandale qu'elle avait affronté dans sa carrière. Car celui-ci n'était pas une onde publique. C'était un effondrement personnel. Le trajet en voiture a duré plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait. La ville n'avait pas beaucoup changé, mais elle, si. Tout semblait plus petit.
La station-service dont elle s'était moquée pour ses roses à l'unité dans des tubes d'eau était toujours ouverte. Le café du coin avait toujours son panneau délavé, paiement en espèces uniquement, sur la porte. Et la maison, sa maison à lui, techniquement, bien qu'elle ait été la leur autrefois, était toujours sur la colline avec le même chemin de pierre fissurée et la bosse dans la gouttière qu'elle avait juré qu'il réparerait au printemps. Ce printemps n'est jamais venu. Le portail n'était pas verrouillé. Bien sûr que non. Il le laissait toujours ouvert. Il disait que ça donnait à l'endroit une honnêteté habitée. Elle levait les yeux au ciel quand il disait des choses comme ça. La porte d'entrée s'est ouverte avant même qu'elle ne frappe. Il était là, plus âgé, plus calme, portant la même montre qu'elle lui avait offerte il y a 7 ans pour leur anniversaire. Elle avait oublié son existence. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pas au début, juste le son de son propre souffle qui se coinçait dans sa gorge. « Je ne savais pas », a-t-elle finalement dit. « Tu aurais dû me dire qui tu étais vraiment. » Il n'a pas cligné des yeux, s'est simplement retourné et est entré dans le salon où la lumière du soleil se déversait sur un vieux fauteuil en cuir et un bar qu'il avait un jour qualifié de purement décoratif. Il s'est versé un verre, 2 doigts de quelque chose de sombre et de cher, et ne lui en a pas offert. « Je te l'ai dit », dit-il sans lever les yeux, plus d'une fois. « Mais tu as ri. » Elle a grimacé. « Je pensais que tu étais juste poétique, mélodramatique. »« Non », dit-il en faisant tourner le verre. « J'étais prudent. » Il a attrapé un dossier derrière une pile de livres sur la table d'appoint, épais, brun, sans prétention. Il s'est approché, l'a posé sur la table basse entre comme une offrande ou une arme, selon le point de vue. Elle l'a fixé. « Qu'est-ce que c'est ? » « Tu le sais déjà, » dit-il. « Mais lis-le quand même. » Elle a ouvert la couverture, les doigts tremblants. À l'intérieur, la documentation complète du trust, les dépôts de brevets originaux, les certifications d'auteur, les journaux de signature numérique, et, soigneusement agrafé au début, un document imprimé intitulé « Clause 14, conditions de déclenchement et autorité de transfert ». Elle a lu le premier paragraphe, puis le deuxième. Au troisième, ses genoux ont fléchi et elle s'est affalée sur le canapé comme si ses os avaient perdu leur structure. « Ça ne peut pas être valide », a-t-elle murmuré. « C'est validé. Déposé, attesté. Tu avais l'autorité sur le transfert de tout. J'étais l'architecte, pas la façade. Il y a une différence. Mais tu m'as laissé me tenir là. Je t'ai laissé te tenir là où tu voulais te tenir. Tu étais tellement concentré sur l'image, Meredith, que tu as cessé de regarder la structure. Et la structure, c'est ce qui tient tout ensemble quand l'image s'effondre. » Elle serra le dossier comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre inverser ce qu'elle avait fait. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi le déclencher maintenant ? » Il a pris une gorgée de son verre. « Parce que tu m'as laissé sur le tarmac. » Ce n'était pas, elle s'est arrêtée. Même elle ne croyait pas à l'excuse qui se formait dans sa gorge. C'était mesquin. C'était stupide. Ce n'était pas censé. Il l'a coupé d'un regard. Calme. Je vois. Tu m'as rabaissé devant ton conseil intentionnellement. Ce n'était pas un accident. C'était une déclaration. Alors, j'ai répondu stratégiquement. Elle a de nouveau regardé le document, ses yeux balayant les chiffres, la chaîne de possession, le fait que sur le papier, il avait plus d'autorité qu'elle n'en avait jamais eu. J'ai épousé un fantôme, dit-elle doucement. Non, dit-il. Tu as épousé un partenaire. Tu as juste cessé de le traiter comme tel, elle a levé les yeux, le regard vitreux. Est-ce que c'est définitif ? Il a fini son verre. Tu l'as déclenché et tu as quitté la pièce. Elle est restée là, sur le canapé, le dossier sur ses genoux, fixant le papier qu'elle n'aurait jamais pensé devoir lire. Pas dans cette maison. Pas de lui. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle a réalisé qu'elle ne l'avait pas seulement sous-estimé. Elle l'avait effacé. Et les fantômes n'oublient pas. Le matin de l'assemblée des actionnaires donnait l'impression d'entrer dans un hôpital juste après que le moniteur cardiaque se soit tu. Personne ne le disait à voix haute, mais le ton était passé de « contenons la situation » à « empêchons le cadavre de fuir sur le tapis ». La presse flairait déjà dans le hall. Un groupe de petits médias s'attardait près des ascenseurs, feignant de ne pas écouter aux portes. Quelques personnalités de Twitter au badge bleu tweetaient en direct sur chaque cadre qui passait les portes tournantes.
L'un d'eux a même interpellé directement Meredith, un commentaire sur la clause 14, Madame Ellison? Mais elle n'a pas bronché. Elle a continué à marcher, le visage neutre, comme si se tenir immobile pouvait arrêter l'élan. À l'intérieur de la salle de conférence aux parois de verre, le conseil était arrivé tôt pour répéter à nouveau. Dorian avait préparé un script de secours, sec et prudent, changement de personnel inattendu, réévaluation stratégique, partenariats accélérés dans de nouveaux secteurs. Un langage vide conçu pour retarder la panique. Mais la panique n'écoutait plus. La salle s'est remplie lentement. Pas seulement des actionnaires. Des analystes, des observateurs, des espions de firmes rivales se faisant passer pour des consultants, et quelques investisseurs de la vieille garde qui sentaient le sang et venaient non pas pour voter, mais pour assister à l'effondrement en personne. Meredith a pris sa place à l'avant avec le reste du conseil. Le visage poudré, les paumes moites, la colonne vertébrale droite. Elle a fixé l'horloge. 5 minutes avant le début. C'est à ce moment-là que l'enveloppe est arrivée. Pas de coursier, pas d'annonce. Juste un homme en costume gris, anonyme, efficace, qui s'est approché du président, lui a tendu l'enveloppe et est reparti sans un mot. Le président a froncé les sourcils, a ouvert le seau, a lu et s'est arrêté. Tout va bien, a demandé Angela, jetant un œil. Il n'a pas répondu tout de suite, est simplement devenu pâle. Pas choqué, pas confus, juste résigné, comme un homme qui aurait enfin trouvé la page manquante d'un livre et réalisé que la fin était déjà écrite. Il a tendu le document en silence à Dorian. Dorian a lu, puis a regardé Meredith. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré. Il a signé. Qui a signé quoi? A-t-elle lâché, la voix plus vive qu'elle ne l'aurait voulu. Dorian a tourné la page pour elle. Une offre d'acquisition d'un concurrent. Un cabinet de conseil stratégique avec des branches agressives en accélération de pays dans la biotechnologie et les interfaces neuronales. Elle reconnaissait le nom. Elle connaissait le nom. Ils avaient essayé de la débaucher l'année dernière et elle les avait renvoyés en riant. Mais maintenant, ils ne débauchaient pas. Ils achetaient. Et joint à l'offre, un contrat de consultation signé. Avec lui. Son mari. Son fantôme. Celui qui conseillait maintenant leur plus grand rival, et venait d'offrir d'acheter ce qui restait de la propriété intellectuelle de base de Virion Tech à la moitié de sa valeur initiale. Entrée en vigueur immédiate, a lu Dorian à voix haute. Sous réserve du transfert complet de tous les actifs concernés dans les 45 jours. Clause 14 reconnue et acceptée par la partie acquéreuse. Ce n'était pas juste une offre. C'était un message. Il ne détruisait pas Virion Tech. Il la repositionnait, l'absorbait, la reconstruisait ailleurs. Et maintenant, il pouvait soit saigner lentement, soit vendre. Un silence terrifiant s'est abattu sur la salle du conseil. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Même le président, habituellement la tête froide dans n'importe quelle tempête, a posé le document comme s'il était radioactif. Il n'a même pas jeté un regard à Meredith. Pas besoin. Angela a finalement chuchoté, il a joué le jeu sur le long terme. Meredith n'a rien dit. L'écran du projecteur derrière eux affichait toujours l'ordre du jour de la réunion, bénéfices trimestriels, perspectives du marché, feuille de route de l'innovation. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Parce que la feuille de route avait déjà changé. Et l'homme qu'ils avaient laissé derrière, il était déjà à des kilomètres d'avance. Échec et mat stratégique. La voiture sentait le cuir usé et l'eau de Cologne de supermarché. Elle ne l'avait pas remarqué au début. Ses sens étaient émoussés, chaque nerf à vif et agité. Son sac était froissé à côté d'elle, à moitié ouvert, le dossier avec le contrat de consultation dépassant encore comme une plaie non recousue. Elle n'était pas rentrée chez elle, n'y avait même pas pensé, était juste montée à l'arrière d'un VTC, avait donné l'adresse de l'appartement où elle n'était pas allée depuis des semaines, et était restée assise en silence pendant que le chauffeur marmonnait sur le trafic et les surtaxes. Son téléphone a vibré. Pas un appel, pas un SMS. Juste une notification de l'application d'actualité financière qu'elle avait l'habitude de rafraîchir obsessionnellement avant les rapports de résultats. Urge, Meredith Ellison, PDG de Virion Tech, démissionne en pleine crise interne. Sa photo était en dessous. Celle de son profil Forbes. Le portrait en position de force, bras croisés, menton haut, avec la légende qui disait autrefois, la vision derrière le futur neuronal.
Maintenant, elle aurait tout aussi bien pu dire « la veuve du fantôme ». Elle n'a pas cliqué, a juste regardé. La notification s'est estompée. Le silence, non. Personne n'a appelé. Pas sa mère. Pas Angela. Pas Dorian. Pas même Tracy, qui avait un jour dit qu'elle traverserait n'importe quelle tempête ensemble, à la vie à la mort. Elle l'avait traversée. Elle était la tempête. Et maintenant, elle était l'épave. À un feu rouge, le chauffeur s'est agité sur son siège, l'a regardé dans le rétroviseur. Il avait peut-être la trentaine. Casquette et sweat à capuche avec le logo d'une start-up de crypto qu'elle ne reconnaissait pas. Il a plissé les yeux. Et, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il n'était pas sûr si c'était un rêve ou un déjà-vu. C'est pas vous qui avez laissé votre mari sur le tarmac? Elle a levé les yeux, a croisé son regard dans le miroir. N'a pas parlé, n'a pas cligné des yeux, n'a pas nié. Il a haussé les épaules, s'est retourné vers la route alors que le feu passait au vert. Elle s'est adossée à son siège et a fermé les yeux. Ailleurs, loin des tours de verre et des présentations aux investisseurs, il était assis dans un bar tranquille, éclairé par une lumière ambrée et le doux bourdonnement d'un blues provenant d'un jukebox que personne ne prenait la peine de mettre à jour. C'était le genre d'endroit qui ne posait pas de questions, n'offrait pas de félicitations, servait juste votre verre, se souvenait de votre nom si vous reveniez, et vous laissait tranquille si c'est ce que vous vouliez. Le barman a jeté un œil. « Je vous ouvre une note » a-t-il demandé. Il a hoché la tête une fois, calme comme toujours. « À quel nom » a-t-il dit. « Clause 14. »